Comme on peut. Ici, c'est comme une île au milieu du Pacifique. On est coupé du monde pendant plus de 6 mois. Bonjour à tous. Après un mois d'absence passé à l'ombre des JO d'Atlanta, Montagne reprend ses quartiers d'été et les fortifications du Saint-Hénard vont camper idéalement le décor du film que nous allons suivre. De la Savoie aux montagnes de Nice, toute une série de fortifications s'échelonnent de crête en crête. Elles ont été construites au cours du siècle dernier, à un moment où les relations entre la France et l'Italie étaient plutôt à l'orage. Mais plus que la guerre, c'est le temps qui a causé le plus de dommages à ces gardiens de pierre que les hommes ont oubliés sur les hauteurs. Mais le randonneur qui le découvre au hasard d'un sentier est souvent frappé par leur étrange beauté. Certains sont même sous le charme, au point de consacrer leur temps et leur argent à la restauration de ces citadelles d'altitude. Elles sont toujours là, sentinelles fantomatiques d'un passé orageux. Construites au siècle dernier, à une époque de tension entre la France et l'Italie, certaines de ces citadelles d'altitude n'ont pourtant jamais souffert d'assaut. Mais c'est bien le dernier conflit mondial qui a mis fin au chapitre guerrier de leur histoire. Depuis, vaisseaux de pierre échoués sur les crêtes alpines, elles voient la nature reprendre ses droits, même si des hommes ne les ont pas tout à fait oubliés. J'avais l'impression d'entrer dans un monde pas hostile, mais qui m'était fermé initialement. Les gens que je rencontrais, qui appartenaient au fort, avaient une personnalité très accusée et n'entendaient pas se livrer immédiatement. Mais il y avait aussi le fait de vivre isolément et d'en être fier. Il y avait un esprit de corps très marqué. Dans l'ensemble, une collectivité soudée. Et ça, la montagne en était responsable. Il y a tout juste 60 ans, Charles Klein prenait le commandement du Gondran. Au sommet des Anges, à 2300 mètres d'altitude, le vieux fort, comme le surnomment ses anciens occupants, protégeait avec d'autres la ville de Briançon. Une cinquantaine d'hommes vivaient ici toute l'année. Voici mon domaine personnel. Ici, le bureau. À droite, on mettait les invités, dans cette turbe. Et ici, la chambre où j'ai passé un certain nombre de centaines de nuits, avec une vue imprenable, mais aussi une musique imprenable. C'était les hurlements des fils téléphoniques qui aboutissaient à ce côté-là. Je ne pensais pas que ce serait démoli. Mais c'est une rupture peut-être nécessaire entre le passé et l'avenir. Et pour moi, le plus impressionnant, ça a été d'y venir tout seul, par mauvais temps. Les portes claquaient et j'avais l'impression que mes éclaireurs disparus allaient sortir comme ils l'avaient connu. Notre mission était de former une section d'éclaireurs, c'est-à-dire de gens aptes à se déplacer en haute montagne, hiver comme été, et puis une mission aussi de surveillance de la frontière. En hiver, ça consistait à être capable d'aller avec les binoculaires sur le dos,
d'aller à la crête de Dormiouz, à tous les postes frontières pour surveiller les travaux italiens. En fait, on ne surveillait pas beaucoup les déplacements que pouvaient faire des individus. Il y a eu une période de tension, il y a eu aussi un moment, une période où on a cru que les puissances dites démocratiques allaient se réconcilier avec Mussolini, et puis ça a recassé. La tempête, ici, existait. Il ne fallait pas laisser sortir un type seul. Celle qui m'a le plus marqué, je crois que c'est celle du Noël 1935, où nous avons été coincés pendant 15 jours ici sans pouvoir sortir. Nous avions en gros 60 jours de vivres. Et on faisait le pain. Il y avait de la farine, il y avait du sel, il y avait le boulanger. Et il y avait en bas un four. Pour avoir des vivres frais, pour avoir des légumes, il fallait aller se ravitailler à Montgenèvre, à condition qu'il fasse beau temps. On a le sentiment finalement que vous étiez presque plus des montagnards que des soldats ici. C'est difficile de répondre, parce que le montagnard a une certaine auréole et le soldat, quelquefois pas. Or, j'ai l'impression que ces montagnards étaient des soldats utiles. Moi, je les ai quittés, eux sont restés dans les Alpes et ils ont empêché les Italiens de franchir la frontière. C'était quand même utile. Solidement retranchés, les Allemands, abrités le plus souvent dans nos anciennes fortifications, tiennent les débouchés des cols frontières du Mont Blanc à la Méditerranée. Le col de la Seigne, le Petit Saint-Bernard, le Mont-Cenis, sont puissamment défendus. Entre les lignes des postes avancés s'étend un vaste no man's land de plusieurs kilomètres. Là, ce n'est plus la guerre moderne et spectaculaire avec son formidable déploiement de matériel, mais une guerre de montagnard à montagnard. 4 ans auparavant, on est en juin 40. Le Gondran est la cible de nombreux tirs ennemis. À la fin des hostilités, il est occupé par les Italiens. Puis les Allemands vont investir le vieux fort jusqu'en 1944. Début septembre, une compagnie parvient à chasser l'occupant des lieux. Briançon est libéré. Mais les Allemands et les Italiens ne vont pas se replier très loin. Débute alors une guerre d'attente avec ses accrochages et ses tirs d'artillerie, jusqu'à un certain jour de 1945. Eh bien là, c'est un obus allemand qui, en avril 1945, a percé la couverture du vieux fort. Notre vieux fort a connu un peu sa mort ici. Après, on ne pouvait plus l'occuper tel qu'il était, il était blessé. Et puis, les idées ont changé, les frontières aussi. Finalement, on n'a plus consacré de crédit à l'entretien de ces fortifications. Toutes les années, je viens ici. Depuis combien de temps? Oh, ça fait à peu près 20 ans, ici. Pourquoi est-ce que vous montez à ce fort de Tabourla? Ah ben pourquoi? Pour les bêtes sont bien ici. Pour le pâturage, puis les agneaux, les bêtes, elles s'engraissent davantage. Et le fort, c'est devenu votre maison? Exactement, exactement, c'est la maison. Pour l'été, jusqu'au mois de septembre, fin septembre. Avec ses moutons, tous les étés, Paul Lanza prend possession du fort de Tabourde. Un édifice chargé d'histoire pour les gens de la vallée de la Roya,
dans l'arrière-pays niçois. Il fait partie d'un chapelet de 6 forts construits par les Italiens dès 1882 et qui encadre le sommet du col de Tende, passage stratégique sur l'ancienne route du sel. Après la guerre, les forts ont changé de nationalité, comme 5000 habitants de la vallée. Quand on a fait partir les Italiens d'ici, on est devenu, comment dirais-je, français. Ça fait que ce fort se représente la liberté. Aujourd'hui, Paul Lanza n'échangerait pour rien au monde son fort contre une cabane d'alpage. Tous les jours, il reçoit la visite d'un berger italien devenu son ami. Ils ne se parlent qu'en piémontais. Per me è una cosa storica, un lavoro che hanno fatto i vecchi. Pour moi, ces forts représentent une partie de notre histoire. Lasciarli andare Et giù, ça me fait vraiment de la peine de les laisser tomber, car ce sont les anciens qui les ont construits de leurs mains. lasciarli andare giù, tenerli, fargli qualcosa, specialmente Demain, quelli che sono on pourra en faire strade. quelque chose, puisque tous sont Domani accessibles anche par la route. per Un lieu de vacances pour les enfants, ou même pour les familles, par exemple. Non, j'aimerais qu'il reste comme ça. Pourquoi ça représente assez vieux et quand on restaure, non. C'est plus pareil. Il n'y a plus le style de l'ancien, tout ça. C'est refait de neuf. C'est du neuf, du béton. Et si quelqu'un le rachetait, ce fort, Oui. ça vous obligerait à partir? Ah oui, mais tant pis, je partirai. Pas content, mais enfin, avec le regret. Je partirai. Tant que je peux, je reste. Après, s'il achète quelqu'un, ben, on verra. C'est ce qu'ils font aussi. Mais qui c'est que voulez-vous qu'il achète ça? J'ai racheté ce fort en 70 et j'y vis sans le quitter pratiquement depuis 25 ans. Chaque fois que je quitte le fort pour le ravitaillement, pour voir des amis, ça me manque et je me sens privé d'une partie de moi-même. Vraiment. C'est à 60 ans que la vie de Jean Roux a basculé, sur un coup de foudre. Le fort de Cuguret est mis en vente aux enchères, il l'achète pour 60 000 francs. Mais le plus dur reste à faire, rendre viable et accessible ce navire de pierre qui défendait l'accès à la vallée de Barcelonnette. Pour cela, Jean Roux apprend à manipuler des explosifs et des engins de travaux publics. Il engloutit dans cette aventure tout ce qu'il possède. Et même s'il se demande parfois ce que deviendra le fort après lui, rien n'entame son enthousiasme. Je le fais renaître, je fais des travaux qui permettent de le mettre en valeur, d'amener des gens à le voir, de leur expliquer pourquoi ce fort était construit ici, son passé, son but. Tous les gens qui viennent ici me disent mais comme je voudrais y vivre, parce que c'est un petit paradis. Et encore, au bout de 25 ans, c'est loin d'être fini, c'est très long et je ne sais pas si j'en verrai la fin. On arrive ici dans un des nombreux souterrains
sous le fort, avec des placards à gauche et à droite. Dans le premier se trouvent des vieilles munitions qui sont maintenant complètement inutilisables. Dans le second se trouvent des morceaux de ferraille qui servaient à la protection avancée, qui était enfoncée dans le sol et qui entourait le fort. Ensuite, on continue et on arrive à la poudrière dans lesquelles étaient entreposés des sacs de poudre avec des plaques de tôle qui permettaient une étanchéité totale. En face de la poudrière se trouvait une ouverture avec une sorte d'entonnoir qui permettait aux occupants de communiquer avec l'extérieur pour indiquer ce qui s'y passait, ce qu'on y faisait. Et alors au fond du couloir se trouve un boyau d'évacuation qui permettait à la fois l'évacuation des eaux de pluie parce que évidemment c'était pas étanche, et également qui permettait aux occupants de s'en aller par ce boyau qui aboutit au bout de 15 mètres jusqu'au rempart. Ce livre que je remplis tous les jours depuis plus de 25 ans, c'est l'histoire de ma vie ici. Ce chemin est long, difficile, mais plein aussi de joie parce que on apprend ici tout ce qu'on ignore quand on vit au milieu de la société. On apprend à mieux se connaître. On apprend à être plus indulgent, plus généreux. On apprend aussi à davantage s'intéresser aux autres. Parce qu'ici, on ne ment pas. Tout ce que l'on fait ici vient de soi-même. Il faut apprendre à ne pas avoir froid, à se nourrir comme on peut. Ici, c'est comme une île au milieu du Pacifique. On est coupé du monde pendant plus de 6 mois. Ce fort me l'a fait découvrir, la montagne. Ça a été vraiment quelque chose de tout à fait nouveau, d'inconnu. Mes grands regrets quand j'étais jeune et que je faisais une ascension, c'était de savoir qu'il fallait que je redescende, que je perde tout ce que j'avais vu. Ici, on conserve, on garde, l'effort accompli n'est pas perdu. Quand le fort s'est construit, tous les hommes de la vallée travaillaient à la construction du fort. Les pierres du fort par elles-mêmes ont été taillées tout près, hein, mais les pierres frontales viennent de la carrière du Châtelard et tous les mulets étaient embauchés en quelque sorte. Hein. On payait les paysans pour voyager et je crois que ça a même été une manne à un certain moment, d'après ce que j'en ai compris. L'armée payait ses paysans et ça leur faisait un à côté qui n'était pas négligeable. C'était déjà un petit peu de la double activité à ce moment-là. On connaissait le fort de la Platte qui était notre lieu de balade, notre point de repère. C'était même, on se faisait peur quand on était gosses, hein, les gosses du quartier, on se faisait peur. Je me marre aujourd'hui quand je vois les caves qui servent
à affiner nos fromages, c'était au contraire là où on se cachait, où on faisait la guerre, et c'était l'enfer pour nous. On exploitait un alpage qui s'appelait Combamène, où le chalet était complètement détérioré. Et l'idée nous est venue d'essayer d'exploiter le fort, surtout pour les caves d'affinage, hein, pour les sous-sols du fort. Donc on a été amené à ce moment-là d'abord à contacter les propriétaires et puis à voir avec les spécialistes du Beaufort si les sous-sols du fort pouvaient convenir pour l'affinage du fromage. Ce qui a donc été fait après différentes analyses, prélèvements, etc. Ils nous ont dit que c'était tout OK pour la conservation du fromage. Depuis 10 ans, la famille Pichot partage sa vie entre sa ferme de Bourg-Saint-Maurice et le fort de la Platte. Le fort 2000, comme l'appellent encore les gens de la vallée, a connu une reconversion tout à fait inattendue. J'avoue, avec le recul du temps, qu'il fallait à ce moment-là une part de courage ou d'inconscience, hein, il faut voir les choses telles quelles, pour se lancer dans une telle aventure, parce que on était au temps de la grande centralisation des fermes, des exploitations, donc tout le lait se rabattait dans la vallée, etc. Et c'est certes, par rapport aux collègues, on était certes perçus comme des marginaux, alors qu'actuellement, il y a un retour aux sources. Tous ces gens qui, dans les villes, se rendent compte qu'il y a des contraintes énormes, retournent aux sources et sont ravis. Au fil des ans, Gaby Pichot a su donner une seconde vie à ce fort d'allure médiévale. Il est devenu un passage obligé pour les randonneurs de ce coin de Tarentaise. J'avais l'impression que ce serait plus les touristes que ça intéresserait. Et en fin de compte, c'est les gens du pays qui sont beaucoup plus intéressés de venir se ressourcer ici, de revenir à la montagne et de retrouver ce qu'ils ont connu dans leur jeunesse. On voit arriver quelques anciens et vous savez, quand je les vois passer le pont, je devine qu'ils ont occupé les lieux parce qu'ils arrivent, on a l'impression qu'ils arrivent chez eux. Et ils ont la larme à l'œil parce qu'ils ont couché ici ou là-bas. Le fort a une histoire qui remonte loin et qui laisse des fibres de partout. Y compris sur vous-même, j'imagine. Tout à fait, bien sûr. Moi, je les écoute et je suis... Moi, je dis toujours que je n'ai pas le temps de voyager, mais au travers d'eux-mêmes, je voyage, même dans l'histoire ancienne, puisque à chaque fois, j'en apprends davantage. Vous savez, quand les anciens arrivent et qu'ils nous expliquent tout ce qu'ils ont vécu ici, c'est riche d'enseignements, hein. Peu à peu, les témoins s'effacent. Reste la mémoire des pierres, mais pour combien de temps encore ? Les citadelles d'altitude ne manquent pas d'évoquer le désert des Tartares. Mais aujourd'hui, ce sont elles qui guettent les hommes. Elles attendent qu'ils les aident à survivre aux agressions du temps qui passe.